ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lors d'un point de presse avec le préfet de Paris, René Hetz. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, la rentrée scolaire 2019-2020, c'est ce jeudi 3 octobre. Lendemain de la fête de l'indépendance, nous avons effectué un tour dans quelques établissements pour voir l'effectivité de cette ouverture des classes. Le constat est alarmant. En ce premier jour d'ouverture des classes, les élèves n'ont pas effectivement repris le chemin de l'école. Vous allez le découvrir dans ce reportage. 6 établissements scolaires dans la commune de Matoto n'affichent aucun caractère ambiant sauf la morosité. Djibril Ba, Ibrahima Souma pour le reportage. Dans cette école du secondaire, les encadreurs à l'attente des apprenants. Ce premier jour de classe, tout a été assuré pour la reprise selon le censeur. 22 sur 23 sont présents, donc un seul absent par l'état de maladie. Sinon, les 22 là sont tous présents. Dans ce cadre, il n'y a pas de problème. Il y a certains élèves qui ont répondu ce matin. Bon, ils n'étaient pas si nombreux. À quelques encablures, un autre établissement où des élèves pas en tenue cherchent leur nom devant les salles de classe. De l'autre côté, des enseignants affairés entre les différents bureaux de leur direction. Ils doivent pouvoir laisser les enfants venir à l'école. S'il dit à un moment il n'y a pas cours, il dit toi tu vas. Les autres ne sont pas là-bas. Si toi tu le laisses partir, un autre va le voir en tenue en classe, lui aussi il viendra. On a sensibilisé la population à travers les imams. Dieu merci, cela nous a beaucoup aidé l'année passée, ce qui nous a permis de surmonter les difficultés que nous avons connues l'année passée par rapport à la perturbation que tout le monde connaît. Ici, la cloche devait retentir très tôt ce matin et reprendre son élan bruyant. Même chose dans ces lieux éducatifs privés. Les élèves guinéens se sont habitués à ça. Quand l'ouverture ne tombe pas sur un lundi, quand c'est surtout au milieu de la semaine, bon, je pense que ça c'est avec les parents. Et il y a aussi un autre facteur, je crois que les parents, il y a des parents qui ne sont pas complètement prêts, mais je pense que cela dépend des parents. Il faut compter maintenant le lundi. Lundi, là c'est sûr que ce sera la vraie rentrée. Mais sinon, depuis 7 heures, les parents m'appellent pour dire que est-ce qu'on peut garder les enfants ici. Moi, je leur dis de laisser les enfants parce que les cours ont presque commencé. Cette morosité n'a rien à voir à une perturbation. Les parents d'élèves sont encore une fois interpellés sur le comportement des élèves qui ont pris l'habitude de ne pas du tout participer à la rentrée scolaire en milieu de semaine. Dans la commune de Ratoma, le constat est le même. La reprise a été très timide dans les écoles visitées. Les salles de classe sont restées vides toute la journée. C'est le cas du lycée Lambaï ou de l'école primaire Kipé de Rosaline Goto-Monemu, Ibrahima Sori Kamara. Nous sommes au lycée Lambaï. Ici, la rentrée des classes n'a pas été effective. Bien que les encadreurs aient répondu présents, les élèves, quant à eux, ont brillé par leur absence. Seuls quelques élèves de la 9e année ont pu honorer ce jour. Malgré leur nombre, ce professeur de physique a démarré son programme. Elle dit être prête pour la reprise des cours. Je suis fin prête. C'est pourquoi j'ai dit, même s'il y aura un élève, aujourd'hui, je vais commencer mon cours. Et c'est pourquoi j'ai commencé à donner le programme à 9e année aujourd'hui. Je suis fin prête. Les responsables de cette école disent avoir pris toutes les dispositions pour une meilleure rentrée scolaire. Comparativement à l'année dernière, ils comptent redoubler cette année d'efforts pour pouvoir obtenir un bon résultat en fin d'année. Nous voulons davantage parfaire les façons de faire, améliorer les différents résultats, les différents pourcentages que nous sommes en train de recevoir. Ça nous fait au moins 2 à 3 ans sur le plan national. Le résultat n'est pas reluisant. Donc, le grand défi aujourd'hui, c'est comment relever. Nous sommes prêts à relever le niveau des éducations des élèves à travers les dispositions envisagées par le département. À l'école primaire Kipé 2, c'est le même constat. Les enseignants sont venus, mais pas d'élèves. Dans cette école, les élèves suivront cette année les cours en 2 tranches. Certains le matin et d'autres le soir. Pour cause,
Une partie de cet établissement est en rénovation. Malgré ces travaux, le directeur de cette école dit que son équipe est prête pour le démarrage des cours. Nous avons des petits problèmes, mais que nous gérons, puisque l'école était en rénovation. On a rénové l'école en 2018, mais ce n'était pas terminé. Donc pratiquement, nous n'avons que 16 salles. L'école a 24 salles, donc 16 salles sont terminées. Ce sont ces 16 salles que nous utilisons pour donner des cours. Donc c'est pour cela que nous sommes en double vacation. Il y a un groupe le matin et un groupe le soir. Les encadreurs invitent les parents d'élèves à laisser les enfants venir à l'école. Car cette année, disent-ils, les cours vont démarrer à la vitesse de l'éclair et ils ne vont attendre personne. Je vous le disais également en titre, le groupe Balliusard, les Degji Forestry et le jeune King Alasco viennent d'écoper d'une lourde sanction de l'agence guinéenne de spectacle. Il leur est interdit de se produire en spectacle sur l'ensemble du territoire national, ce jusqu'à nouvel ordre. Cette décision qui tombe ce jeudi soir intervient après les incidents d'hier survenus au Palais du Peuple lors du concert organisé à l'occasion de la fête de l'indépendance organisée par le ministère de la Culture. Ils ont insulté, agressé Ali Bongo Leno, journaliste culturel. Antoine Kourma nous en dit plus. Suivi. Marcus du groupe Banlieusard, Abdoulaye Mbaye, Diskandal du groupe Degji Forestry, Abdoul Mbaye et King Alasco ont entaché la fête organisée ce 2 octobre à l'esplanade du Palais du Peuple. En désaccord avec le journaliste Ali Bongo Leno, depuis quelque temps, ce concert était apparemment l'occasion rêvée pour régler leur compte. Cette vidéo qui a fait le tour de la toile a été prise après la bagarre. On veut voir toutes les mains en l'air, s'il vous plaît. Est-ce que depuis des années, on représente le pays, oui ou non? Oui! Oui ou non? Oui! Et vous savez, la famille, aujourd'hui, par respect pour la Guinée, par respect pour le ministère de la Culture, particulièrement par respect pour M. Istokera et Malik Kébé, on est sur cette scène. Tout à l'heure, depuis toujours, vous voyez sur Facebook, il y a des bomboclates comme Ali Leno qui cherchent à saboter notre travail. Retenez bien le nom. Ali Leno, c'est un bomboclate. Ali Leno, tu es un bomboclate, mon frère. Vous ne pourrez on jamais va te régler ton cas très bientôt. Vous ne pourrez jamais. Tu ne peux pas, tu es un bomboclate. Vous ne pourrez tu es jamais. un mauvais cœur. Il est où? Il est où? Selon Ali Leno, Abdoulaye Mbaye lui a administré un coup de pied pendant qu'il avait le dos tourné, puis des coups de poing avec Marcus et Abdoul Mbaye qui l'ont attaqué de partout. Le journaliste affirme que ses agresseurs avaient l'intention de le livrer à la vindicte populaire, mais leur plan n'a pas marché. Quant à Marcus du groupe Banlieusard, il ne nie pas les faits, mais dit avoir agi à juste raison. Ali Leno, depuis toujours, ne les aurait jamais portés dans son cœur. Il les détesterait à tel point qu'il serait prêt à tout pour les voir couler. Lors du spectacle de ce 2 octobre, Ali Leno assurait la programmation artistique. Il aurait expressément agi pour que le staff de MLP ne se produise pas à temps. Selon Marcus, que nous avons joint au téléphone, Ali les aurait fait attendre de longs moments alors qu'il était prévu qu'ils jouent un peu plus tôt. Lorsqu'au scandale du groupe Degji Forestry est monté sur scène pour sa prestation, des actes de sabotage auraient été perpétrés pour nuire à son image, nous a confié Marcus. Il aurait été stoppé net en plein spectacle, chose qu'il n'a pas supportée. Il aurait demandé à Ali ce qui n'allait pas. Ce dernier lui aurait lancé un mot déplacé à la figure. Ce fait est l'élément déclencheur de la bagarre. La cause, une histoire vieille de plus d'1 an, existe entre les différentes parties et elle est liée au jeune Tamsir dont le voyage sur le Canada pour un spectacle a été annulé. Chacun des camps accuse l'autre d'en être à l'origine. Ali Leno entend porter plainte contre ceux qui l'ont agressé. Sur les raisons de cette sanction sévère, nous avons joint au téléphone Sayoum Bamba, la directrice générale de l'agence guinéenne de spectacle, parle d'un manque de respect et de professionnalisme affiché par ces artistes. On la suit. En Guinée, j'ai pu assister depuis un certain temps à un certain manque de professionnalisme criard de ces artistes qui ne mesurent pas en fait leur responsabilité et l'impact que leurs gestes et mots peuvent avoir en direction de tout le monde en fait, de tous.
C'est ce que je disais il n'y a pas longtemps, c'est que quand on est artiste, on doit comprendre le sens de sa responsabilité et on sait qu'on est écouté par une personne, 10 personnes, 1 million, des millions et qu'au nom justement de cette responsabilité, on doit peser ses mots, on doit faire attention à ce qu'on dit et surtout, on ne doit pas inciter aux violences et aux agressions. Je veux dire, on a des droits, mais aussi on a des devoirs. Et ce qui s'est passé ce jour, c'est des artistes qui se sont totalement laissés aller et qui sont sortis du cadre professionnel et qui ont personnalisé un événement qui était national. Et ça, cela ne pouvait pas être toléré. 61 ans quand même d'autonomie et de souveraineté, banalisés par des artistes, banalisés par des jeunes, ceci ne peut être toléré par la directrice. Les artistes à l'origine de cet incident malheureux regrettent apparemment leur acte. Ce jeudi soir, ils ont tenu à présenter des excuses au peuple de Guinée à travers un communiqué publié dans la presse. Dekji Forstri et Banlieusards disent regretter leur attitude. Ils demandent pardon en réaction à ces excuses présentées. La directrice de l'agence guinéenne de spectacle parle d'un semblant d'excuses auxquelles elle ne croit pas trop. On l'écoute à nouveau, Sayumbamba. On ne peut pas juste faire un truc aussi dégradant et se réveiller le matin en disant non, on est juste désolé. Chaque être doit être conscient qu'il y a une responsabilité et donc quand on a failli à cette responsabilité, eh ben, on en prend et on paye les pots cassés. Donc nous, on ne va pas reculer et la direction de l'agence guinéenne des spectacles n'a absolument pas l'intention de reculer face à cette décision, même s'il y a une sorte ou un semblant de mea culpa auquel je ne crois pas du tout, mais pas du tout. En bref, il faut aussi rappeler que le collectif des journalistes et animateurs culturels de Guinée a rendu public un communiqué dans lequel il condamne cette sortie du duo Marcus et Scandale. Ces journalistes exigent un pardon public à l'endroit d'Ali Bongo Leno. Et puis, les opérations d'identification des électeurs ont été officiellement lancées ce jeudi dans la commune de Matoto. C'est le quartier Simbaya École qui a servi de cadre à cette cérémonie. Daouda David Camara demande à tous les missionnaires de la CENI à l'intérieur du pays de rester en place jusqu'à l'arrivée des kits. Aoula Tousso, Mohamed Valek Touré et Mohamed Alousseni Camara. La formation des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales à Matoto sont finies ce mercredi. Place à présent le lancement des opérations d'identification des électeurs. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est pour marquer le lancement officiel des opérations d'identification des électeurs au niveau de Matoto. Nous avons choisi Simbaya École pour pouvoir procéder à ce lancement officiel. Et la Ibrahima Troua Dabo, président du conseil de quartier de Simbaya École, se réjouit du choix porté sur sa localité. Pour mieux identifier les électeurs, il compte passer par les lieux de culte des 8 secteurs de Simbaya École. Le fait de choisir mon quartier pour le lancement, ça va au fond de mon cœur. Notre organisation, dès aujourd'hui, on envoie l'écrit immédiatement dans les 2 églises et nous allons faire passer les membres du bureau dans les 6 mosquées. L'exercice va s'étendre sur 10 jours. Pour respecter, voire finir avant ce délai, les membres des CARL se mettent à la tâche. Nous sommes en train de classer les fiches d'électeurs par secteur afin de nous permettre de bien partir dans les opérations dans les jours qui vont se suivre. Au nom du président de la CENI, le commissaire Daouda David Camara a un message aux différents missionnaires de son institution à l'intérieur du pays. De rester sur le terrain, les commissaires superviseurs, les assistants techniques, de rester sur le terrain jusqu'à l'arrivée prochaine des kits, que les kits les trouvent sur place avant de commencer à remonter vers Conakry. Donc, que tout le monde reste en place. Cette opération d'identification des électeurs sera suivie de l'enrôlement qui sera lancé à Matoto. Autre
Autre chose dans ce journal, comment saisir la Cour de justice de la CEDEAO? Quels sont les moyens dont disposent les citoyens et les avocats? Ces questions sont au centre d'une discussion lors d'une formation qui va durer 2 jours. Les juges, les avocats, bref, les juristes sont à l'école. L'objectif est d'outiller ces magistrats sur les compétences de la Cour, la jurisprudence, les procédures d'exécution des décisions de la Cour de la CEDEAO et les sanctions en cas de non-exécution. Al-Senibari Aboubakardine Kamara. Parfois méconnue de certains acteurs de la justice, la Cour de la justice de la CEDEAO demeure une institution efficace pour trancher certains litiges. Désormais, il s'agit d'inverser la tendance avec ces échanges qui vont durer 2 jours. Au menu des discussions, le mandat, les compétences de la Cour, les relations avec les juridictions nationales, aussi les procédures d'exécution des décisions de la Cour et les sanctions en cas de non-exécution. Je tiens ici à former le vœu que les travaux de Conakry permettent d'abord d'analyser comment outiller suffisamment les justiciables qui s'engagent dans la révision ou la rectification des décisions nationales. S'agissant de l'interprétation des arrêts de la Cour, comment y parvenir sans trahir l'esprit et la lettre des textes supranationaux. Enfin, quelles solutions envisager pour renforcer l'efficacité des sanctions prises contre les États qui n'observent pas ou qui n'exécutent guère les décisions de la Cour de justice de la communauté. Depuis quelques années, nombreux sont les Guinéens qui se tournent vers cette juridiction supranationale, reconnaît Tavares Silva, membre de la Cour, d'où l'importance de ce partage d'expérience. L'une des compétences du tribunal, c'est celle de veiller aux droits humains, droits de l'homme, et c'est dans cette optique que nous allons procéder ici. Il y a vraiment beaucoup de citoyens guinéens qui font recours à la Cour de la CEDEAO concernant les droits humains dans le pays. L'une des raisons pour laquelle la Cour a décidé de faire une formation à ce sujet. Cette rencontre se fait simultanément dans plusieurs pays membres de la CEDEAO. Cette cour a été créée en 1993 en vertu de l'article 15 du traité révisé en tant qu'organe judiciaire principal de la communauté d'États d'Afrique de l'Ouest. Fini le séminaire national de formation syndicale des élus cadres syndicaux ce lundi à Kindia durant 2 jours. La culture syndicale, la syndicalisation, les techniques de négociation collective et dialogue social sont entre autres sujets outillés aux membres du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Abdourahmane Ba. Renforcer les capacités de l'ensemble des élus et cadres syndicaux du SNAESUR pour mener à bien leur formation syndicale, c'est l'objectif visé par les organisateurs de ce séminaire national de formation syndicale. Quand les cadres ne sont pas formés, ils ne peuvent pas se défendre. Vous savez, il y a eu de la zizanie au niveau du syndicat, parce que par manque de formation, par manque d'incompréhension, c'est ce qui a fait qu'il y a eu la zizanie. Le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, venu assister à la clôture de ce séminaire, est revenu sur l'accompagnement de sa structure syndicale en faveur des membres du SNAESUR. Cet engagement de la CNTG, parce que nous avons vu en ce syndicat une certaine maturité académique, et il faut aussi à ce niveau qu'ils aient une certaine compétence dans le cadre du syndicalisme pour ne pas qu'ils se tombent dans le cadre de leurs revendications ou dans le cadre des problèmes qu'ils voudraient bien soumettre à leur autorité compétente. Quant au secrétaire général du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il demande une synergie d'action entre la CNTG et le SNAESUR pour pérenniser cette formation et améliorer leur structure. Cette marque de considération nous honore et nous engage à faire de l'unité d'action syndicale une des voies dont nous voudrions nous servir. Car, comme on le doit toujours, l'unité fait la force des travailleurs. Les participants, eux, se sont engagés à la restitution de cette formation une fois de retour dans leurs différents démembrements.
Les riverains du barrage hydroélectrique de Soapiti, impactés par le projet, continuent de dénoncer leurs conditions de vie depuis l'installation du projet. Pour se faire entendre, les membres de l'Union pour la défense des sinistrés de Soapiti se sont rendus ce mercredi chez le Kuntigi de la Basse-Côte pour exprimer leur mécontentement et dénoncer le non-respect des engagements pris par les responsables du projet Soapiti. Ouminatou Sidibé, Ibrahima Sori Kamara. Ils sont entre autres de Tanene dans la préfecture de Dubreka, de Téné dans Kindia et de Konkouré dans la préfecture de Télimilé, tous des communautés impactées par la construction du barrage Soapiti. Ils étaient fortement mobilisés chez El Hadj Serouna Souma. Selon eux, le projet de Soapiti a atteint sa vitesse de croisière et jusque-là, les responsables n'ont pas tenu compte de tous les aspects pour déplacer les occupants de ce site. Ils veulent aussi que les fils issus de ces communautés soient impliqués dans les travaux du projet. Dans l'ensemble de ces activités, il n'y a aucun fils de ces villages qui se trouvent dans ce projet. Personne n'est dedans. Ils sont en train d'évoluer en ne nous associant à rien, les responsables de ce projet de Soapiti. Et là, on a fait assez de cris de cœur, nous avons lancé des appels, nous avons fait des écrits, on a fait des sorties médiatiques. Jusqu'à présent, les autorités refusent de nous entendre. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, on s'est donné tous rendez-vous ici pour que le Kuntigi sache de quoi nous sommes victimes et qu'il essaie de nous aider. Ce déguerpissement touche aujourd'hui 80 villages, soit 12 000 personnes, tous sommés de quitter les lieux. Ils ne sont certes pas contre le déplacement, mais demandent à être dans le confort absolu. Nous savons bien que le projet là est en train d'être fait pour l'intérêt national. C'est pourquoi nous acceptons de quitter nos différents villages, mais en condition que nous soyons réinstallés dans les conditions les meilleures, que nous soyons indemnisés conformément à la loi. Cela n'est pas en train de se passer. Il y a même des villages qui ont eu l'intention d'aider ce projet en leur disant, bon, vu tout ce que nous avons vu comme infrastructure qui ne répond pas nécessairement à nos critères, à nos aspirations, nous préférons que vous nous indemnisez en espèces. Quant au Kuntigi de la Basse-Côte, il a joint sur place le président de la République. Un acte qui a débouché sur un rendez-vous avec le président de la République et ses populations sinistrées. Fait divers dans cette édition d'information. Dans la nuit du mercredi aux environs de 2h du matin, le domicile de la deuxième questeur de l'Assemblée nationale guinéenne est parti en fumée. Peu d'objets ont pu être sauvés. Il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, mais les dégâts sont énormes. Kadia Diallo et Amara Alexila pour le constat. C'est à 2h du matin que l'incendie s'est déclaré dans cet appartement au quartier Bessia. Un court-circuit serait à l'origine. Une perte matérielle assez colossale a été enregistrée. Une importante somme d'argent suivie de billets d'avion, d'habits et d'appareillage. C'est parti d'un court-circuit. Parce qu'il faut préciser, c'était le derrière parce que le poteau qui est là, c'est le coup de fil est parti. Le fil est parti de ce poteau-là. Donc, c'est ainsi on s'est battu, les voisins sont venus, ils ont tout fait, mais malheureusement, tout est parti en fumée. Moult démarches ont été entreprises par le voisinage pour venir à bout des flammes. Des appels vainement effectués par les concernés pour interpeller les sapeurs-pompiers. Si par endroits ceux-ci invoquent des pannes survenues sur leurs équipements, de l'autre côté, on parle d'une pénurie d'eau dans leurs citernes, des arguments que les victimes, elles, jugent inconcevables. J'ai essayé de composer le numéro des sapeurs-pompiers, ça n'a pas marché. J'ai pris ma moto pour aller à l'aéroport, s'ils pouvaient nous aider parce qu'il y a des sapeurs-pompiers là-bas. Mais non, arrivé là-bas, ils disent que c'est privé. Ils m'ont conduit à Matoto. Je suis allé aussi à Matoto. Arrivé là-bas, j'ai trouvé que les véhicules qui sont là-bas sont... Tout est gâté. L'angoisse des populations devient inquiétante. En raison de la défectuosité et de la défaillance des services des sapeurs-pompiers en Guinée, qui, à chaque cas d'incendie, sont pointés du doigt. Un secteur pourtant censé répondre aux aspirations des populations. S'insurge ce citoyen. S'il y avait des enfants, beaucoup d'enfants dans la maison aujourd'hui, il y aura la mort. Donc ce que moi j'ai à dire, les sapeurs-pompiers, là, ils n'ont qu'à prendre leurs dispositions. Une fois qu'on leur appelle, ils n'ont qu'à venir directement au secours. C'est ça qui est normal. Sinon, quand même, ça, c'est une grande perte. Rien n'est sorti à la maison. Les citoyens interpellent l'État quant à la nécessité de renforcer les capacités techniques des services de la protection civile en Guinée.
Les travaux de réhabilitation des voiries de Sangoya, Kisasso et Anta se poursuivent. L'entreprise en charge des travaux a entamé ce jeudi l'étape d'Anta. L'heure est au décapage. Pendant ce temps, le coulage du béton a démarré à Sangoya. Mariam Fodé Kamara et Ibrahim Assori 5 Souma ont fait le constat à suivre. Quelques semaines après avoir été lancés, les travaux de réhabilitation s'effectuent de manière progressive sur le terrain. Pendant qu'une équipe a fait le coulage de béton de propriété sur Sangoya, l'autre s'occupe du décapage à Anta avant le terrassement. L'entrepreneur parle de stratégie pour lui permettre d'avancer. Là, le lancement des travaux au niveau de Anta, après le lancement des travaux au niveau de Sangoya, c'est une question stratégique, c'est que de sauter le carrefour Kisoso pour Anta. Parce qu'au niveau de Anta, on a, une très grande déviation qui nous permettra vraiment d'avancer. À Sangoya, les travaux évoluent avec la mise à terre dans quelques jours du béton armé. Une manière pour l'entreprise d'être dans le délai. Là, vous voyez, au niveau de Sangoya, nous avons commencé déjà le béton de propriété qui va recevoir le bac, le béton armé continu. Alors, c'est que simultanément, plus tard, demain vendredi, on va commencer le terrassement au niveau de Anta. Samedi déjà, le béton de propriété. On va faire le terrassement et pour que la couche de la chaussée de Anta reçoive le béton de propriété. Les topographes reprennent leurs travaux après avoir été victimes de vol de documents techniques. Ailleurs dans le monde, l'homme qui a tué jeudi 3 octobre 4 fonctionnaires de préfecture de police était un adjoint administratif qui n'avait jamais présenté de difficultés comportementales ni le moindre signe d'alerte, a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner lors d'un point de presse avec le préfet de Paris, Remietz, suivi. L'enquête ne fait que débuter, le procureur de la République en présentera les différents éléments. Je veux évidemment avoir une pensée pour les victimes, pour les familles des victimes. Je veux avoir une pensée de soutien aussi pour une des victimes blessées qui est actuellement en cours d'opération et dont les nouvelles sont plutôt rassurantes. Je veux évidemment penser aussi à la totalité de nos personnels, ici à la préfecture de police, à l'ensemble des policiers qui en France, tous les jours, traquent les criminels, tous les jours se mobilisent dans une volonté de prévention, d'empêchement de tout délit qui ont marqué ici, avec des lettres de sang, la préfecture de police. Vous imaginez bien combien nos personnels sont à la fois mobilisés immédiatement sous l'autorité du procureur pour mener l'enquête dans les meilleures conditions et pour que toute la vérité soit faite, et en même temps, l'ensemble de nos personnels sont marqués, blessés au cœur par ce qui s'est passé ici, au sein même des locaux de la préfecture de police. Je laisse la place à Monsieur le procureur de Paris. Mesdames et messieurs, donc nos premières pensées, bien sûr, vont aux victimes de ce qui s'est passé donc en tout début d'après-midi ici à la préfecture de police. Nous déplorons le décès de 4 personnes fonctionnaires de 2 directions donc de la préfecture de police, la direction du renseignement et également la direction de la sécurité de proximité. 3 hommes. C'est tout pour ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.